Et maintenant, on va rentrer dans les détails, chers amis. Nous allons nous lancer dans un petit marathon, 2 heures environ, en 3 étapes. Nous allons tout d'abord passer en revue les questions liées à l'imposition des revenus, ensuite celles liées à l'imposition des entreprises, et ensuite celles liées au contrôle fiscal et à la lutte contre la fraude fiscale. À chacune de ces étapes, un binôme, expert comptable, notaire. Si j'ai bien compris, pour l'imposition des revenus, des plus-values et du patrimoine, c'est le notaire qui ouvre le bal, mon cher Fabrice. Donc avec Absolument. Fabrice Luzu, et donc côté expert comptable, Laurent Benoudis, que vous écouterez un peu plus tard. Chers amis, à vous la parole. Fabrice, c'est parti. Merci Arnaud. Alors, avec Laurent, nous allons vous parler... Tu voulais peut-être dire un petit mot, Laurent, non? C'était juste pour rassurer l'ensemble de mes confrères, pour vous annoncer que Valérie Trierweiler est sortie de l'hôpital. Donc tout va bien. Et si on en revenait à l'essentiel, les amis. Donc voilà. Oui, bien sûr, mais revenons au cœur du dispositif. Fabrice. Ça n'a rien à voir avec la pièce qui se joue dans cette salle. Vous n'allez pas. Non, surtout pas. Non. Ou alors peut-être à l'avance, Mamma Mia. Non, pardon, on va arrêter maintenant. Donc allons-y. Okay. Rentrons dans les détails. Alors, les nouveautés en particulier en matière de mutation du patrimoine immobilier. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Absolument. Alors en matière de patrimoine immobilier, il y a 2 réformes. Il y a une réforme qui concerne les mutations à titre onéreux et l'autre qui concerne les mutations à titre gratuit. Donc en matière... Tac, voilà, ça fonctionne. En matière en fait de mutation à titre onéreux, le taux départemental peut être porté à 4,5% pour les ventes qui vont être réalisées entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. Alors quand on agrège l'ensemble des taxes avec les frais d'activité de recouvrement et la taxe de publicité foncière, ça signifie que le taux de vente immobilière va passer désormais à 5,81% au lieu de 5,09% actuellement. En matière de mutation à titre gratuit, donc de donation, qui porte sur des immeubles, il y a une petite modification, c'est-à-dire que désormais, à compter du 1er juillet 2014, ces donations seront publiées par le régime de la formalité fusionnée, c'est-à-dire qu'on ne déposera plus l'acte en 2 temps, une fois l'enregistrement et une fois au bureau des hypothèques, mais en une seule fois, l'acte sera déposé au bureau des hypothèques. Alors ça, c'est une réforme qui est très pratique pour les notaires, mais elle a une petite incidence en fait en matière de vérification des droits, parce que ça signifie que le service de l'enregistrement ne pourra plus effectuer un premier contrôle au moment du dépôt de l'acte sur la liquidation des droits, donc il faudra être d'autant plus attentif à la manière de calculer les droits de donation. Petit coup de zoom sur 3 nouveaux produits d'épargne, je crois, ensuite. Alors oui, là c'est en matière de mutation à titre gratuit, là on assiste en fait à des vraies réformes. On disait tout à l'heure quels sont les points importants en fait dans cette loi de finances. Pour moi, ces modifications en matière de contrat d'assurance vie principalement, ce sont des vraies nouveautés. Alors elles sont nées des assises de l'épargne parce que, vous le savez, il y a eu un peu de décollecte l'année dernière, mais il y a 1600 milliards d'euros qui sont détenus en assurance vie. Et l'idée en fait était de procéder à une réforme de ces contrats d'assurance vie. La réforme est attendue pour l'année prochaine, mais on en a déjà les prémices par la loi de finances de cette année. Alors, le législateur a poursuivi 2 objectifs qui sont assez clairs. Le premier, il était ostensible, c'était d'orienter l'épargne, donc de flécher cette épargne vers 3 secteurs que sont l'économie solidaire, les PME et les ETI et le logement social. Et puis il y avait un autre objectif qui était aussi de moderniser les contrats d'assurance vie. Parce que les contrats d'assurance vie, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de contribuables français notamment qui souscrivaient des contrats d'assurance vie au Luxembourg, non pas pour des raisons fiscales, mais pour des raisons de souplesse en fait de fonctionnement de ces contrats, et notamment parce que sur les contrats luxembourgeois, on peut détenir en fait des titres de société, en direct. Ce qui n'était pas possible en fait dans des contrats d'assurance vie français. Et on va voir que maintenant, par les nouveaux contrats qui vont être constitués et créés dans les mois qui viennent, il sera possible de détenir des titres de société en direct. Alors pour bien comprendre, il faut faire quelques rappels fiscaux. Sur cette passion française, effectivement, qu'est l'assurance vie. Absolument. Alors, en matière de rachat, la fiscalité, on vous l'a rappelé en fait sur un slide, donc elle va défendre, il y a 3 types de fiscalité. Donc il y a un prélèvement qui est libératoire dans l'impôt, il y a une contribution éventuelle sur les hauts revenus, et puis ensuite des prélèvements sociaux.
Cette fiscalité, elle va dépendre de la durée de détention du contrat et donc de son ancienneté. Mais lorsqu'on effectue un rachat, c'est-à-dire que lorsqu'on mobilise en fait son épargne sur le contrat d'assurance vie, on est taxé aux taux qui sont exprimés ici, mais sur la seule fraction d'intérêt qui est comprise dans le rachat. Voilà, il y a un petit schéma en fait qui vous explique ça très bien. C'est-à-dire que vous voyez ici, en fait, on détache en haut à droite, on détache en fait une fraction de l'épargne qui a été investie, et à l'occasion de ce rachat, donc pour former des revenus complémentaires au bénéfice du souscripteur, il y a une partie du rachat qui est du capital qui a été investi à l'origine, cette partie ne subit aucune fiscalité, et il y a une fraction en fait qui est simplement la portion extérieure, donc là en bleu sur le schéma, qui constitue les intérêts capitalisés et attachés à cette fraction qui, elle, subit la fiscalité. Donc on vous a donné un petit exemple chiffré qui n'est pas projeté, qui permet de mesurer qu'en réalité, la pression fiscale sur les contrats d'assurance vie, le taux facial est élevé, mais l'assiette est assez faible lorsqu'on effectue des rachats. Ce point est assez important parce qu'on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera de plafonnement d'ISF. En matière de fiscalité par le décès, là, il y a une nouveauté qu'on vous a donnée en rouge. Vous savez que c'est un tableau à 3 entrées, en fait, pour savoir quel est le régime fiscal en matière de dénouement du contrat d'assurance vie par le décès. Ça dépend de l'âge du souscripteur au jour de versement de la prime, de la date de souscription du contrat et de cette date de versement de la prime. Et il y a 2 régimes fiscaux qui sont applicables, soit celui de l'article 757B, qui n'a pas été touché, soit celui de l'article 990I, qui subit une petite modification, vous le voyez, à compter du 1er juillet 2014, on vous l'a signalé en rouge, c'est-à-dire que le taux, il y a un taux en fait qui a été fixé de taxation des gros contrats d'assurance vie pour la part qui va excéder cette fois-ci 700 000 € par bénéficiaire. Donc aujourd'hui, on avait une surtaxe en fait qui était au-delà de 902 000 € par bénéficiaire, il y avait une taxe en fait à 25%. Et bien cette taxe va être supprimée et remplacée par une taxe à 31,25 pour la part supérieure à 700 000 € par bénéficiaire. Laurent, est-ce que tu sais pourquoi 31,25 ? Tu peux nous le dire en 2 mots parce que en fait, on s'est posé la question avec Laurent et je crois qu'il a la Le réponse. magicien des chiffres. En fait, c'est assez compliqué, mais vous allez voir dans le contrat précédent, le contrat J-Génération, on a droit à un abattement de 20% sur le montant des capitaux qui sont versés. Et donc, si on applique au capital versé 20% d'abattement, on rejoint en fait la même taxation que ce qu'on avait avant. Donc, c'est une prime en fait, une non-augmentation d'impôt pour les contrats qui seront migrés et transférés. Et 31,25 moins 20%, ça fait 25%. C'est pour ça qu'on arrive à ce taux avec des virgules. Bien vu. Alors, en matière de prélèvements sociaux, maintenant, donc le principe sur les contrats d'assurance vie, c'est que les prélèvements sociaux, en fait, sont dus sur les produits de capitalisation. La question de cette année, ça n'est pas en fait de savoir si ces prélèvements sont dus, c'est à quel taux est-ce qu'on va devoir les payer. Est-ce qu'on doit les payer en fait au taux historique, c'est-à-dire le taux des prélèvements sociaux applicables au moment où l'intérêt a été généré ou crédité en fait sur le contrat d'assurance vie, ou au taux actuel. Alors évidemment, en période de disette budgétaire, la tentation était forte en fait de vouloir taxer au taux actuel, c'est-à-dire à 15,5. Mais cette mesure qui a été présentée comme une mesure de simplification, en réalité, se traduit par une réelle mesure d'alourdissement en fait de la fiscalité portant sur ces rachats. Alors, la saisine du Conseil constitutionnel a porté sur ce point-là. Cette disposition a néanmoins été validée par le Conseil constitutionnel, à une exception qu'on vous rappelle ici sur le slide, pour les contrats qui ont été souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, et pour les intérêts réalisés pendant les 8 premières années de ces contrats. Un commentaire, Laurent ? Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre, parce qu'on a mis du temps, on n'a pas compris. Mais de toute manière, c'est les compagnies d'assurance qui calculent ça au moment du versement du capital. Hein. Là, on parle bien des prélèvements sociaux au moment du versement du capital après le décès du souscripteur, enfin de l'assuré. Alors, ces rappels effectués, maintenant, il y a effectivement, on assiste à la création de 2 nouveaux produits d'épargne, que sont le contrat Eurocroissance, et puis on va voir juste après le contrat Vigénération. Pour le contrat Eurocroissance, ça c'est un contrat qui désormais va prévoir une garantie en capital ou en rente pour les fonds qui ont été investis dans des supports, dans des contrats multisupports pendant une durée d'au moins 8 ans. Ces contrats, vous le savez, sur les contrats en euros, on avait jusqu'alors une garantie en capital. Sur les contrats en unité de compte, ces contrats multisupports dans lesquels on peut bouger d'un support à l'autre et procéder à des arbitrages, ces contrats-là ne bénéficiaient pas de garantie en capital. Désormais, en fait, ce sera possible. Alors, ça va supposer pour la compagnie de constituer en fait ce qu'on va appeler en fait une provision de diversification.
La question ensuite, c'était de savoir si j'ai actuellement un contrat multisupport, est-ce que je vais pouvoir faire migrer ce contrat vers ces nouveaux contrats Eurocroissance? A priori, ce sera possible et en principe de neutralité fiscale. Le régime juridique, toutefois, doit être doit être précisé par un décret à intervenir dans les 6 mois de publication de la loi de finances. Est-ce que ce décret est susceptible de revenir sur ce principe de neutralité qui stratégiquement est quand même un point clé, ou pas, pour l'instant vous n'avez pas l'indicateur là-dessus? A priori, la volonté du législateur était plutôt de favoriser les migrations vers ces nouveaux contrats. Donc pour les inciter, il faut effectivement il n'y a pas de warning, maintenir. Voilà. D'accord. Très bien. Le contrat vie génération. Donc. Alors deuxième grande nouveauté, c'est ce contrat vie génération. Le contrat vie génération, c'est le contrat qui va permettre d'avoir des investissements en direct pour soutenir un certain nombre de secteurs de l'économie qui ont été, Monsieur le ministre le rappelait tout à l'heure, qui ont été ciblés comme étant des secteurs à privilégier. Il s'agit en l'espèce de pouvoir diriger une partie de l'épargne vers, c'est-à-dire au minimum un tiers, au capital d'entreprises de taille intermédiaire. On vous a redonné la définition, donc ça couvre les ETI et les PME, bien entendu, dans le logement intermédiaire et social, et aussi dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc cette obligation de flécher l'épargne vers ces contrats d'assurance vie va bénéficier au titre de sociétés à prépondérance immobilière, OPCI ou SCPI, qui détiennent donc ou qui interviennent dans le logement social ou intermédiaire. Mais ça va concerner aussi les ETI, avec cette fois-ci une réserve, c'est que le souscripteur ne détienne pas directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux ou qu'il ait détenu cette quotité au cours des 5 dernières années. Alors quand on remplira ces conditions, quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'on aura un abattement supplémentaire de 20% sur les capitaux à transmettre en cas de décès. Cet abattement supplémentaire sera calculé avant l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. On a repris un petit exemple où on compare trois hypothèses. Stratégiquement, c'est un joli outil que vous nous avez mis au point. Là. Oui, merci. Donc on a repris effectivement sur un exemple, très simplement pour l'hypothèse d'une transmission d'un capital de 1 500 000 €, contrat en unité de compte avant la réforme, donc on était, je vais directement au résultat, un taux de prélèvement qui était de 19,45%. Après la réforme, sur le même contrat, on assiste à une augmentation, on l'a vu tout à l'heure, de la taxation, donc 22,82%. Mais si je dirige mon contrat et que je l'oriente vers un contrat vie génération, en respectant les critères qui ont été évoqués tout à l'heure, je bénéficierai de cet abattement de 20% qui amène mon taux de transmission à 16,57%. Donc là, on voit bien l'impact de la contrepartie fiscale qui accompagne cette migration des contrats vers ces soutiens à l'économie. Alors il y a un troisième support d'épargne, le PEA-PME. Qui est le PEA-PME. Tu veux nous en dire deux mots? C'est Laurent qui s'en occupe? Oui. Je peux en parler 2 secondes. On a d'abord une augmentation du plafond général de 132 000 à 150 000 € sur le PEA. Et puis on a la possibilité d'avoir un deuxième PEA avec un nouveau plafond de 75 000. Donc les deux s'additionnent. Donc ce qui nous fait une enveloppe globale au niveau du PEA de 225 000 €. Et il est possible d'avoir les 2 PEA dans 2 établissements bancaires différents. Donc l'objectif, c'est vraiment d'inciter à la souscription au capital des PME. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le PEA, et pas que dans le PEA-PME, il est tout à fait possible d'inscrire des titres de société non cotés. Alors dans le PEA-PME, c'est même très largement incité, puisqu'il s'adresse aux PME, donc les titres non cotés, ou parmi les sociétés qui sont cotées et qui répondent aux critères, on en a dénombré 420 sur les 539 qui sont cotés sur Alternext. Donc ces 75 000 € sont vraiment destinés au financement des petites entreprises. Lorsqu'on inscrit des titres non cotés au PEA, il suffit d'indiquer à son banquier qu'on souhaite que la souscription se fasse à travers le PEA, et on souscrit à une augmentation de capital. On a un avantage immédiat, c'est que les produits financiers, les dividendes qu'on pourrait percevoir, ne sont pas taxables dès lors qu'ils ne dépassent pas 10% de la valeur d'inscription des titres. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que l'exonération de plus-value est totale, sans limite. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans une start-up, si vous faites une culbute incroyable, au bout de 5 ans, les retraits du PEA sont exonérés d'impôts. Pas de prélèvements sociaux, mais exonérés d'impôts. On s'interroge souvent sur l'optimisation de la fiscalité au moment de la sortie, mais si on a pensé au moment de l'entrée à inscrire les titres au PEA, on est dans un paradis fiscal en France. Avec une limite, c'est qu'on ne peut pas détenir plus de 25% des titres de la société. Alors ça concerne pas mal d'entreprises qui sont notamment des startups, où souvent on a plusieurs associés ensemble. On a parfois un associé majoritaire qui a 50-60% du capital, et puis il souhaite inciter d'autres collaborateurs, d'autres cofondateurs
à prendre des participations qui sont en dessous des 25. Et bien dans ce cas-là, leur recommander d'inscrire leur titre à travers un PEA-PME est un excellent conseil. Après l'assurance vie, coup de zoom sur ce qui a été l'un des autres feuilletons de cette préparation de loi de finances, c'est le plafonnement de l'ISF. Beaucoup de bruit pour rien, vous dites les amis. Pourquoi? Alors, pour comprendre, il faut juste faire un tout petit zoom ou rappel historique, en fait, pour se souvenir qu'en 2011, le bouclier fiscal avait été supprimé. Il a été supprimé, mais remplacé en fait par un système de plafonnement de l'ISF à 75% des revenus, sans d'ailleurs mécanisme correcteur de plafonnement des effets du plafonnement. Donc en matière de stratégie patrimoniale, bouclier fiscal ou plafonnement, les stratégies patrimoniales étaient les mêmes et les incidences en fait budgétaires ont été à peu près les mêmes en fait, parce que qu'on ait 50% de revenus qu'on essaie de faire tendre vers zéro ou 75% de revenus qui eux-mêmes tendent vers zéro, ça fait toujours à peu près zéro en fait. Donc l'incidence en matière budgétaire a été de cette suppression du bouclier et de son remplacement par un mécanisme de plafonnement a été assez faible, de sorte que l'administration fiscale a tenté à plusieurs reprises d'essayer de créer en fait des catégories de revenus nouveaux à intégrer dans le calcul du plafonnement pour majorer en fait le montant de l'ISF et désamorcer un peu les effets du plafonnement. Donc il a été inventé en fait une catégorie de revenus que sont les revenus réalisés. Ce ne sont pas des revenus en fait qui sont appréhendés, ce sont des revenus qui sont capitalisés dans des enveloppes en fait de capitalisation. Mais en pratique en fait ces revenus d'abord sont pas certains, parce que c'est pas parce que j'ai réalisé en fait des plus-values sur un contrat d'assurance vie une année N que l'année suivante en fait mon contrat d'assurance vie sera toujours in bonis. Il se peut très bien que mon contrat d'assurance vie, la valeur de mon contrat ait baissé l'année suivante. Et puis la seconde observation sur ces contrats, ou sur ces revenus, c'est que ce sont des revenus qui ont la particularité de ne pas être appréhendés par le contribuable. Donc comment taxer en fait des revenus qui ne sont pas appréhendés? Alors, l'administration fiscale avait tenté... Le feuilleton. Voilà, le feuilleton. Avait tenté une première fois dans la loi de finances initiale pour 2013 d'intégrer ces revenus réalisés dans le calcul du plafonnement de l'ISF. Le Conseil constitutionnel, souvenez-vous, l'année dernière, avait déjà en fait censuré cette disposition, et c'était la décision dont on vous a rappelé en fait les références ici. Mais par voie d'instruction, 3 jours avant le dépôt de la déclaration de succession, l'administration fiscale faisant fi en fait de cette censure du Conseil constitutionnel a réadressé une instruction, a rédigé une instruction administrative prescrivant d'intégrer en fait ces revenus dans le calcul du plafonnement de l'ISF. Par une décision du Conseil d'État en date du 20 décembre 2013, les paragraphes de l'instruction administrative prescrivant justement de réintégrer ces revenus ont été supprimés et ont été annulés. Et donc, à nouveau, l'administration fiscale, cette fois-ci saisissant en fait le train législatif de la loi de finances, a à nouveau fait voter un texte prescrivant d'intégrer ces revenus latents au plafonnement de l'ISF. Résultat des courses, il était un peu attendu, c'est-à-dire que de nouveau, ça se solde par une nouvelle censure en fait du Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel ne s'embarrasse d'ailleurs pas, il renvoie en fait directement à la censure de l'année passée, en censurant sur la méconnaissance de la chose jugée. Tout ça pour ça, serait-on tenté de dire. Exactement. Maintenant, coup de zoom sur la mère de toutes les batailles fiscales pour les ménages, c'est l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui bouge, mon cher Laurent? Eh bien, vous avez entendu notre ministre qui parlait de la remise en place de l'augmentation des impôts, de la prise en compte de l'inflation dans le barème. Voilà. L'augmentation du barème et la réduction des effets du quotient familial. Vous savez que lorsqu'on a des enfants, eh bien on a le plafonnement du quotient familial qui évite d'avoir une réduction d'impôt trop importante. Un enfant ne peut pas nous permettre d'économiser 1 500 €, sauf si c'est le troisième. Il compte pour 2 demi-parts, une part entière, et donc ça fait 3 000 €. Mais bizarrement, je tenais à vous le signaler, la possibilité de déduire une pension alimentaire pour les enfants qui sont majeurs, vous savez, qui peuvent être rattachés ou une pension alimentaire peut être déduite, 5 198 €, n'a pas été touchée. Et donc on se retrouve dans une situation où lorsqu'on choisit de déduire la pension alimentaire, eh bien on a un gain. Alors pour les notaires, il peut atteindre 1 000 €, puisque c'est dans la tranche marginale de l'imposition. Pour les experts comptables, il sera plus faible. Il devrait atteindre quelques centaines d'euros. C'est ça l'interprofession, je n'avais pas bien compris. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Tout le monde est ravi. Alors les notaires plus que les experts comptables, mais au global, tout le monde gagne un peu, et c'est l'essentiel. Voilà un conseil qui peut vous être utile. Alors, le gros morceau, c'est évidemment les plus-values de cession de valeurs mobilières. Oui.
il y a eu une première réforme qui a été faite l'année précédente. On en a longuement parlé. Je vous avais fait des petits graphiques pour montrer qu'on était champion du monde. En fait, on n'est pas resté longtemps parce qu'elle n'a jamais été appliquée. Puisque la modification qui a eu lieu sur la loi de finances 2014, fin 2013, annule rétroactivement tous les effets de ces dispositions votées l'année dernière. On avait effectivement un barème qui était un peu stupide, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, puisqu'on avait un abattement de 20, 30 ou 40%, alors que vous le savez, lorsqu'on procède à une distribution de dividendes, on a droit à 40% d'abattement. C'est-à-dire qu'il était préférable, lorsqu'on vend une entreprise qui avait moins de 8 ans de détention, de la vider de sa substance préalablement à la vente, de manière à bénéficier d'un abattement de 40 plutôt qu'un abattement de 20 ou 30% sur ses réserves. Donc évidemment, c'est contraire à l'objectif de croissance. Et donc aujourd'hui, on a dès la deuxième année dans le régime général 50% d'abattement, et puis au terme de 6 ans, 65% d'abattement. 8 ans, 65% d'abattement. Lorsqu'on est dans le régime incitatif, et on verra les cas du régime incitatif, eh bien l'abattement de 50 démarre dès la première année, puis ensuite on a les 65% au terme de 4 ans, et après 8 ans, on arrive à un abattement majoré de 85%. Comment ça marche en fait? Alors, comment ça marche? Ça marche de manière un peu compliquée, parce qu'une fois que vous avez expliqué ça à votre client, il ne sait toujours pas combien il va payer. Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Voilà, mais quand vous allez lui expliquer, je ne suis pas sûr qu'il comprenne encore. Parce qu'à la première étape... J'espérais, voilà, mais bon. Vous savez, on vous pose une question... l'année en 2 ans, c'est dommage. Quand on vous pose une question, la première chose, c'est d'en poser au moins 3 ou 4 derrière. Alors, première étape, c'est de connaître la tranche marginale d'imposition du client, évidemment, parce que maintenant, les plus-values sont imposables au barème progressif. Donc, évidemment, ça dépend du niveau de revenu du client, savoir s'il est marié ou pas. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, il peut être déjà taxé à 14, 30, 41, 45. Deuxième étape, c'est de calculer la durée de détention. Et on verra que ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc là, on va déterminer l'abattement de 50, 65 ou 85% selon le régime dans lequel on se retrouve. Troisième étape, on rajoute les prélèvements sociaux, cette fois-ci sur 100% du montant de la plus-value, et on ne tient pas compte des abattements précédents. Quatrième étape, on vient rajouter éventuellement la contribution exceptionnelle sur les revenus, 3 ou 4% selon qu'on soit célibataire ou marié et qu'on déclare plus de 250 et 500 000 ou 500 000 et 1 million. Étape suivante, eh bien, on détermine la CSG qui sera déductible l'année suivante, ce qui nécessite en fait de connaître la tranche marginale d'imposition de l'année suivante. Ça, c'est un aspect important. C'est-à-dire souvent, on nous parle de taux qui tiennent compte de la déduction qui a lieu l'année suivante dans la tranche dans laquelle a été imposée la plus-value, ce qui n'est pas souvent le cas. Imaginons que vous souhaitez vendre votre entreprise. L'année de la cession, vous avez peut-être un revenu important du fait des rémunérations que vous avez pu prendre et de la plus-value que vous réalisez. L'année suivante, vous pouvez être soit sans revenu, soit retraité, et donc dans une tranche marginale beaucoup plus faible. Et donc il y a nécessairement un calcul à faire qui doit tenir compte de la tranche d'imposition de l'année suivante. Donc, ce qui fait que c'est effectivement un peu compliqué. Alors si on fait un petit exemple dans le régime général, le régime incitatif, exemple pour essayer de comprendre. Voilà. Là, on raisonne en tranche marginale, donc on a affaire à des personnes qui sont dans les tranches les plus élevées, avec des taux qui s'établissent à 33% dans le régime général et 24% dans le régime incitatif. Oui, alors Laurent, tu as oublié l'étape 0 qui était de prendre un Doliprane quand même en fait. Hein. Oui. Et l'étape ultime qui est de vous renouveler vos mandats, messieurs, jusqu'à ce que c'est du monde entreprise. Ça, on a compris le message pour le client. Voilà. Sur les taux, ce qu'on peut simplement faire observer, c'est que à l'occasion des journées de la transmission d'entreprise qui sont co-organisées par nos 2 professions franciliennes, on avait demandé aux étudiants de l'Université de Dauphine de faire une petite étude comparative auprès de différents pays de l'OCDE pour comparer en fait justement les taux de taxation, parce qu'on s'était rendu compte que la France, en fait, la taxation en France était devenue extrêmement importante, avec un régime entrepreneur taxé au taux marginal de 38,5%. Avec le taux en fait qui est indiqué ici à 23,96, ça replace la France en fait dans la moyenne des pays européens, où on voit que la bonne moyenne, en dehors de quelques exceptions, c'est entre 20 et 25% en fait. Donc là, la France est redevenue non pas compétitive, mais réétalonne en fait dans les pays de l'OCDE. Donc dans ce brouillard, quand même une bonne nouvelle finalement. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais ça c'est clairement une bonne nouvelle. Non, mais c'est à retenir, puisqu'elles ne sont pas si nombreuses effectivement. Je ne suis pas sûr qu'on était vers plus de simplicité. Par contre, on a effectivement une charge fiscale qui est allégée. Alors, comment s'appliquent les régimes généraux et le régime incitatif? Alors déjà, on a une première difficulté, c'est l'année 2013. Puisqu'en 2013, en fait, tous les régimes qui étaient applicables le restent. Même si les taux d'abattement, par contre, sont les nouveaux taux d'abattement dont on vient de parler. Donc ça, il faut l'avoir en tête. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais voilà. Alors, il y a un dispositif qu'on peut signaler qui a été, lui, également complètement supprimé, qui n'est pas repris en 2014, c'est
le remploi, vous savez, le 150 0 débis, qui permettait d'exonérer d'impôt la plus-value lorsqu'on réinvestissait après 8 ans de détention dans une nouvelle entreprise pour une durée de 5 ans. Voilà, ça devait rester à l'issue des assises, et en définitive, ça a été annulé dans le projet définitif. Petit coup de zoom sur le régime de droit commun. Alors, régime de droit commun, on est dans un système où on ne distingue plus aujourd'hui la nature des investisseurs. Ça faisait partie de l'ambition des assises de dire c'est pas, une entreprise, c'est une communauté d'intérêts, et on ne doit pas traiter différemment le chef d'entreprise, l'investisseur, l'associé passif, l'associé actif, celui qui travaille, celui qui ne travaille pas. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette distinction, sauf en cas de départ à la retraite, on le verra. On doit calculer la durée de détention de date à date. Ça, c'était pour éviter une dérive qui aurait été l'achat, par exemple, d'une entreprise dans le régime incitatif le 15 décembre, sa cession le 15 janvier. On aurait eu en fait un mois de détention, et si on avait retenu une date au 1er janvier, comme c'était à l'origine dans le texte, eh bien, on aurait pu avoir un abattement de 50%. Alors maintenant, il faut savoir qu'on est situé dans une entreprise qui a moins de 10 ans et réaliser une plus-value significative en 30 jours, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu beaucoup d'abus. Enfin bon, voilà. Donc maintenant, on calcule de date à date, ce qui ne va pas simplifier les choses lorsqu'on a des titres qui ont été acquis il y a 4, 5, 6 ans, notamment dans un portefeuille de valeurs mobilières. Ça ne va pas être simple de savoir à quelle date exactement elle a été acquise. Ce qu'il faut dire, c'est que la plus-value doit tenir compte de la réduction Madelin. Vous savez que lorsque vous souscrivez au capital d'une entreprise, vous avez la possibilité d'avoir une réduction d'impôt qui était à l'époque de 25% et qui est aujourd'hui de 18%. Eh bien, pour éviter d'avoir un avantage à l'entrée et un avantage à la sortie, il va falloir tenir compte de cette économie qu'on a pu faire d'un point de vue fiscal dans le calcul de la plus-value. Donc on va rajouter l'allègement Madelin au montant de la plus-value. On a échappé avec cette disposition au pire, parce que la première version du projet de loi de finances qui est sortie de l'Assemblée nationale écartait l'application du régime incitatif lorsque une réduction Madelin avait été obtenue à l'entrée. C'est-à-dire que c'était définitif. Le Sénat a remis ça dans les ordres et tout s'est remis correctement. Donc maintenant, il faut tenir compte de cette réduction Madelin. Il va falloir retrouver l'éventuelle réduction Madelin que vous avez pu avoir en 94 ou 95 quand elle a été créée pour calculer le montant de votre plus-value. Et puis là où il y a aussi un élément à avoir en tête, c'est que l'abattement, il se calcule à la fois sur les plus-values, mais aussi sur les moins-values. Un petit exemple pour bien comprendre. Ça ne va pas simplifier les choses. Alors l'exemple, ça va être compliqué parce que, vous voyez, ici, je vois rien, et là-bas non plus, et celui-là, il est cassé. Donc, bon, alors vous aurez l'exemple, effectivement, je vous fais un petit teasing. Alors, je vais vous faire l'exemple. Un scénario, effectivement, vous aurez... ça, ce sera dans les documents que vous... Alors, c'est dans les documents que vous avez déjà. Mais en deux mots, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on va avoir une moins-value, si on a une moins-value qui est d'égale montant de la plus-value, économiquement, je n'ai ni gagné ni perdu. Mais si ma plus-value a moins d'1 an et ma moins-value a, mettons, plus de 10 ans, je me retrouve à abattre ma moins-value des 65% dans le régime général, et donc je me retrouve avec une plus-value fiscale, alors qu'économiquement, je n'ai aucune plus-value. Donc il va falloir gérer intelligemment les moins-values lorsqu'elles ont une durée longue, pour éviter que celles-ci... en définitive, soit réduite du montant de l'abattement pour durée de détention. Et donc tous les détails dans vos documents de travail. Petit coup de zoom sur le régime incitatif. Juste un point, parce que je même sans rien voir. J'ai une petite précision. J'essaie d'en profiter pour gagner du temps, vous avez compris, mon cher Laurent. Lorsqu'on détient des titres d'une même société, là on est dans une situation plus compliquée. Il va falloir déterminer le montant de la plus-value en retenant comme calcul le coût moyen pondéré. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire un premier calcul, première étape, quel est le montant de la plus-value sur la cession de mes titres, avec une méthode qui est le coût moyen pondéré. Mais au moment où je vais déterminer l'abattement, cette fois-ci, je vais utiliser la méthode du FIFO. Donc on va cumuler le CMP et le FIFO pour calculer le montant de la plus-value et quel est l'abattement qui s'applique sur celle-ci. Voilà, vous avez l'exemple qui apparaît sur le visuel. On passe au régime incitatif. Exactement. Dans quel cas ça fonctionne et comment ça marche, cette histoire? Dans 3 cas qu'on va voir l'un après l'autre. Le premier cas qui est nouveau, celui qui a pour objet d'inciter à la création d'entreprise, c'est pour les titres acquis au cours des 10 premières années. Alors, titres acquis pour les 10 premières années, ça ne veut pas dire que l'entreprise a moins de 10 ans quand on la vend. Ça veut dire que vous avez acquis ces titres, vous avez souscrit à une augmentation de capital au cours des 10 premières années d'existence de l'entreprise. Vous pouvez aujourd'hui vendre une entreprise qui a 50 ans si vous avez acheté les titres il y a 50 ans, ou si c'est une entreprise que vous avez créée. La plupart de nos clients seront dans le régime incitatif parce que la plupart d'entre eux ont créé leur entreprise. Il ne faut pas que celle-ci soit issue d'une restructuration, concentration, etc. Mais pour le reste, les conditions sont assez classiques. Se pose surtout la question de la holding. On nous dit que pour que la holding puisse bénéficier du régime incitatif, il faut que celle-ci
remplissent les conditions, mais qu'également l'ensemble de ces filiales remplissent également les conditions. C'est assez logique. Si par exemple je rachète une entreprise qui a 30 ans en créant une holding, bien évidemment, le jour où je vais céder les titres de ma holding, je pourrais imaginer être dans le régime incitatif puisque la holding, je l'ai bien créée. Et donc, j'ai bien souscrit les titres il y a moins de 10 ans. Mais en fin de compte, je n'ai pas créé une activité puisque j'ai repris une entreprise qui avait plus de 30 ans. D'accord ? Donc, la logique est cohérente. L'application va être délicate. Tant qu'on n'a pas l'instruction administrative, on a du mal à imaginer quels sont les holdings qui vont effectivement pouvoir être éligibles à ce dispositif. Imaginons, lorsque on a une holding, celle-ci a été créée par rapport de titres à une nouvelle société. J'ai créé mon entreprise et j'ai souhaité apporter les titres à une nouvelle société holding. Eh bien, ma holding est issue d'une restructuration, d'une réorganisation. Donc, a priori, elle n'est pas éligible. J'ai une société holding et je rachète une entreprise qui a plus de 10 ans, même si c'est une toute petite participation parmi l'ensemble des participations que je détiens, eh bien, à théorie, comme c'est l'ensemble des sociétés qui sont détenues qui doit répondre aux critères, je ne serai pas non plus éligible au régime incitatif. Et vous l'attendez pour quand, cette instruction fiscale qui va être donc déterminante pour l'utilisation stratégique de tout ça? Le plus vite possible, parce que pour le moment, on a du mal à savoir comment ça fonctionne pour les holdings, mais vous savez, il y a toujours un petit délai. En ce moment, les instructions administratives... Donc pour l'instant, on attend, quoi. Voilà. Soit elles sortent 3 mois avant la loi, on va en parler pour les plus-values immobilières, soit elles sortent 9 mois après, mais c'est pas encore simple. Autre cas. Le départ à la retraite du dirigeant. Là, dans ce cas-là, on est dans une situation où on a droit, en plus de l'abattement majoré à 85%, d'un abattement supplémentaire de 500 000 €. Alors pendant longtemps, on s'est demandé si ça s'appliquait avant ou après. Alors évidemment, ça change tout. Si vous appliquez l'abattement après l'abattement de 85%, eh bien c'est les cessions d'un montant de 3,3 millions qui sont exonérées. Là, en définitive, c'est bien avant. Et donc on va d'abord appliquer l'abattement de 500 000 €, puis ensuite on va appliquer sur le résiduel l'abattement de 85%. Et là aussi, la crainte des députés était de bénéficier d'un avantage fiscal trop important avec la CSG déductible. Eh bien, il va falloir plafonner le montant de la CSG déductible l'année suivante au montant de la plus-value effectivement taxée à l'impôt sur le revenu. D'accord ? Il y a un petit exemple, je crois qu'il n'est pas projeté, mais il est dans votre support, où on explique comment ça fonctionne. Il y a aussi 2 mesures anti-abus. La première, c'est le chef d'entreprise qui imaginerait pouvoir céder en plusieurs étapes son entreprise de manière à pouvoir bénéficier plusieurs fois de l'abattement de 500 000 €. Ce n'est pas possible. Pour une même société, on ne l'applique qu'une fois. Et puis, si vous dites, je vais faire une scission et je vais avoir à ce moment-là 2 entreprises que je vais vendre, eh bien, c'est la même histoire. Si vous attendez moins de 2 ans entre la scission et la cession des entreprises, on n'aura qu'à droit qu'à un seul abattement. Troisième et dernier cas, celui où l'entreprise est vraiment une affaire de famille, en fait. Alors, celui-là, on est dans un dispositif, vous savez, c'était l'ancien 150 OA1, troisièmement, qui a une application assez limitée. Lorsqu'on a une entreprise qui a une certaine valeur, il va bien falloir rembourser la dette qui a été faite sur l'impôt sur le revenu, et donc ça coûte beaucoup trop cher. Bon, donc ça s'applique assez peu, mais c'est repris quasiment à l'identique. Ce qui est intéressant de préciser, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, on pense que ça a l'air assez simple comme ça, mais en vrai, ça va être assez compliqué. Pourquoi ? Parce que imaginons qu'une entreprise a été créée en 2005, en 10, on a peut-être pu faire un apport de titres à une holding en 2012. Donc déjà, j'ai une durée de détention là, entre janvier 2005 et décembre 2012 qui fait moins de 8 ans. Il me manque quelques mois pour arriver à 8 ans. En janvier 2014, je fais une augmentation de capital par incorporation de réserve. Et puis en décembre 2014, je cède. Quel est le montant de ma plus-value et quel est l'abattement pour durée de détention ? On a mis la réponse dans le support. Je ne vais pas vous le projeter parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais le principe, c'est que les apports et les augmentations de capital sont des éléments qui créent des nouveaux titres ou qui mettent à zéro, à un moment donné, la détention. Votre client, quand il va venir vous voir, genre, j'ai créé ma boîte en janvier 2005, je suis en décembre 2014, je suis dans le régime incitatif, j'ai mes 8 ans de détention. Eh bien, rien n'est moins sûr. On a gelé une première partie de la plus-value au moment de l'apport, qui est en report d'imposition et pas en sursis. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, ils se rappellent la différence entre le report et le sursis. Et puis ensuite, j'ai une nouvelle durée de détention qui va de décembre 2012 à décembre 2014. Donc j'ai 2 ans de détention d'un côté et j'en ai 7 ans et 11 mois de l'autre. Donc il n'est pas évident que j'aille au global 8 ans. On attend pour ça, là aussi, les instructions administratives. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les réflexes qu'on a pu avoir et qui sont aujourd'hui dans le BOFIP, eh bien, ne seront pas nécessairement repris à l'identique dans la nouvelle codification. Le BOFIP parlait de l'article 150 0 des terres pour le départ à la retraite, mais aujourd'hui, le 150 0 des terres est abrogé. Aujourd'hui, le nouveau dispositif est codifié à un autre numéro, et donc toutes les instructions administratives sont nulles. Alors, on pourrait imaginer qu'elles soient reprises
quasiment à l'identique, mais rien n'est moins sûr. Prenons juste un exemple. Lorsqu'on est aujourd'hui en cession d'entreprise départ à la retraite, les cofondateurs ou la famille du dirigeant qui a souscrit au capital à l'entrée au même moment que le chef d'entreprise qui vend et qui part à la retraite bénéficie aussi de l'exonération de départ à la retraite. Il n'est pas certain que l'abattement de 500 000 € soit aussi accordé au cofondateur ou à la famille du dirigeant au moment de son départ à la retraite dans les nouveaux dispositifs en vigueur. Alors, il y a aussi un deuxième problème, enfin je vous le signale, c'est pas un problème, c'est plutôt une différence qui va en s'accentuant. Il existe, vous savez, les articles 151 septies, septies A et septies B qui visent les entreprises individuelles. Ceux-ci n'ont pas été touchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui est à la tête d'une entreprise individuelle et qui cède celle-ci concomitamment à son départ à la retraite est exonéré intégralement, hors prélèvements sociaux, mais intégralement sur le montant de sa plus-value. Alors que pour le chef d'entreprise qui a décidé d'exercer en société, eh bien, il ne sera exonéré qu'à hauteur de 500 000 €. Donc on a aujourd'hui des différences importantes entre le chef d'entreprise qui exploite en direct, entreprise individuelle ou EURL, et le chef d'entreprise qui exploite à travers une société. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de se demander si on a fait le bon choix 15 ou 20 ans après, au moment de la création de son entreprise. Alors, beaucoup de flou encore, mais bon, 2 minutes pour nous donner des conseils en termes de stratégie. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans les stratégies qui permettent d'optimiser l'impôt de plus-value? D'abord, on oublie l'idée de partir. D'abord parce qu'on est mieux en France qu'ailleurs, mais ça c'est le premier critère. Non, pourquoi? Parce que d'abord, l'exit tax a été réformée. Avant, il fallait détenir plus de 1% et une participation d'une valeur supérieure à 1,3 million. Aujourd'hui, il faut détenir plus de 50% ou, c'est pas et, c'est ou, un ensemble de valeurs mobilières de plus de 800 000 €. Ça veut dire que si vous détenez une entreprise, vous avez plus de 50% de part dans une société, même si celle-ci vaut que 200 000 €, vous êtes obligé de passer par le dispositif de l'exit tax. Et puis le délai de conservation de 8 ans à 15 ans. Aujourd'hui, aucun intérêt à partir. Alors qu'est-ce qui reste comme solution? La première, c'est évidemment de payer l'impôt. On a vu qu'il était aujourd'hui raisonnable, dans un montant acceptable, 23% dans le pire des cas pour le régime incitatif, sans compter l'abattement de 500 000 € de départ à la retraite. Mais sinon, il y a aussi une stratégie de donation avant cession, et puis l'opération d'apport-cession qui a été recodifiée sur 50 0 des terres, qui permet qui de se fait et qui se conçoit que dans l'objectif d'un réinvestissement dans une entreprise. On est d'accord. Et la séquence, les 5 dernières minutes, c'est avec Fabrice pour les plus-values immobilières. Alors, en ce qui concerne les plus-values immobilières, j'ai pris le tueur. Merci. Juste pour mémoire, un petit rappel historique. Au 1er février 2012, le délai d'exonération a été porté de 15 ans à 30 ans. Et au 1er janvier 2013, il y a eu la création en fait, d'une surtaxe sur les plus-values immobilières élevées, qui était de 2% au-delà de 50 000 €, plus 1% tous les 50 000 € jusqu'à un taux global de 6%. Alors, quelles sont les nouvelles de cette année? Donc, rétroactivement au 1er septembre 2013, il y a un abattement en fait, qui désormais est de 6% par an à compter de la 5e année et 4% par an la 22e année en matière d'impôt sur le revenu. De sorte qu'on revient en fait en matière de prélèvement à un régime d'exonération au bout de 22 ans. Mais pour autant, on a différencié, et c'est là le petit point de particularité, on différencie les prélèvements au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux qui, eux, restent réétalés sur une période de 30 ans. Alors, il y a un abattement, il y a un abattement exceptionnel. Excusez-moi, voilà, c'était l'antenne qui se dévissait. Donc il y a un abattement exceptionnel de 25% pour les cessions. Pour les cessions intervenues du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Voilà, alors cet abattement en fait, est applicable à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la taxe sur les plus-values immobilières élevées. On vous a fait un petit exemple de calcul pour savoir à quel moment, en fait, quelles étaient les incidences en matière de Il n'est pas projeté, mais il est très bien. Il n'est pas projeté, mais effectivement, il est très clair. Laurent, tu veux dire un mot peut-être sur ce graphe? Alors, vous savez, il est beaucoup plus simple de donner des conseils en matière fiscale quand on dit ce qu'il fallait faire il y a quelques années. Et donc là, vous auriez pu recommander à votre client qu'il fallait vendre en 2011. Il va être hyper content. Mais la question, je ne suis pas sûr qu'il va vous renouveler votre mandat si vous faites ça. Bon. Alors, par contre, est-ce qu'il faut vendre en 2013? La réponse est oui. Vous voyez, c'est la courbe verte.
Alors évidemment, c'est moins bien que 2011, la courbe bleue, mais on est quand même mieux que la violette ou la rouge, qui sont l'imposition en 2012 et en 2014. Alors en 2012, vous voyez, c'est celui qui a vendu en 2012, il regrette. Hein, c'est vraiment en haut de la courbe. Et 2014, c'est mieux. Mais 2013, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'on a un abattement de 25. Et alors, ce qui est surprenant, alors, je ne sais pas si c'était dans l'intention du législateur, mais la spéculation, hein, c'est-à-dire que les ventes sur des durées courtes de détention, hein, de moins de 7-8 ans, eh bien, aujourd'hui, sont favorisées par rapport au reste, puisqu'on a droit à un abattement de 25% qui s'applique dès la première année. Mais comme on fait la chasse aux abus, un petit coup de zoom sur 2 dispositifs. Alors, effectivement, ce nouveau dispositif est encadré d'un dispositif lui-même anti-abus, c'est-à-dire que l'abattement de 25% est exclu en cas de cession à son conjoint, à son partenaire, à son concubin notoire. C'est une nouvelle définition, en fait, du Pas cercle de familial. commentaires. Ses ascendants et descendants. Et ainsi qu'à toute personne morale dans lesquelles les mêmes personnes seraient associées ou le deviendraient à l'occasion de cette cession. En ce qui concerne les terrains à bâtir, on l'évoquait tout à l'heure, la loi de finances supprimait en réalité tout abattement pour les terrains à bâtir, mais cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel parce que cette disposition ne tenait absolument aucun compte en fait de l'érosion monétaire. Donc c'est la raison pour laquelle ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. La question en fait que nous nous sommes posée ensuite, c'est qu'une fois cette censure intervenue, quel était le taux de taxation qui demeurait applicable? Est-ce qu'on revenait en fait à l'ancien taux de taxation, donc exonération au bout de 30 ans, ou est-ce qu'il fallait adopter le nouveau système d'exonération, 22 ans pour le prélèvement et 30 ans pour les prélèvements sociaux? Et là, il y a un rescrit en fait, qui a été publié, qui est en date du 9 janvier 2014, qui prescrit en fait, d'imposer, en fait, selon le régime historique, c'est-à-dire des 30 ans pour bénéficier de l'exonération totale. Rappelons simplement que ces plus-values sur terrain à bâtir sont exclues de la taxe sur les plus-values immobilières élevées, et qu'une cession qui porte sur une société à prépondérance immobilière dont l'actif est composé de terrains à bâtir suit le régime des cessions d'immeubles autres que les terrains à bâtir. Alors, il y a un petit coup de zoom. Oui. Voilà, dernier point en fait, qui est passé assez inaperçu, en fait, c'est une réforme qui concerne les cessions de biens meubles. Alors, présenté comme ça, en fait, on ne voit pas trop à quoi ça fait allusion, mais en réalité, ça concerne directement, vous savez, les collectionneurs d'art qui vendaient, en fait, pour financer leur train de vie ou pour réaliser des plus-values spéculatives, des œuvres d'art avec une exonération de plus-value qui était acquise au bout de 12 ans. En réalité, il y a 2 systèmes de taxation. Soit on est taxé en fait à un taux sur le prix de vente, et désormais ce taux est augmenté parce qu'il passe de 7,5 à 10% sur les métaux précieux et de 4,5 à 6% sur les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité. Soit en fait on rentre dans le régime général des plus-values, et là on était exonéré au bout de 12 ans, et désormais il faudra attendre 22 ans en fait pour avoir l'exonération complète sur ces plus-values. Oui, pour les contribuables concernés, c'est un vrai changement de donne. C'est un vrai changement, et au fond ce qui est quand même assez logique, c'est que vous avez en fait des délais d'exonération, on vient de voir en matière immobilière qui sont passés à 22 ans. Il eût été illogique en fait de maintenir des délais d'exonération pour les biens meubles simplement au bout de 12 années de détention. Merci messieurs. Timing tenu à la minute près. On peut les féliciter et les remercier.